On utilise très souvent le concept de vague pour traiter de l'histoire et de l'évolution du féminisme, à tel point qu'on entend très souvent parler de première, deuxième, troisième et parfois quatrième vague du féminisme, comme si tout le monde savait exactement ce que c'est, alors que pour beaucoup de personnes, c'est des concepts plutôt obscurs et incompréhensibles. Et en même temps, c'est normal, ça mérite des explications. La vidéo d'aujourd'hui porte donc sur les vagues du féminisme, et vous allez voir, finalement, c'est pas très compliqué. Est-ce que je continue de me présenter ou est-ce que ça vous saoule autant que moi? Je pense que vous avez compris, je m'appelle Alex, Antipatriarcam, c'est du bazar créatif et militant, et toutes les infos sont dans la description. Aujourd'hui, pas d'introduction interminable, donc je vais rentrer direct dans le vif du sujet en commençant par vous expliquer pourquoi on utilise ce concept de vague, ce qu'il signifie, puis expliquer exactement ce que représentent les 3 ou 4 vagues qu'on retrouve dans la majorité des histoires du féminisme, et dans une prochaine vidéo, on ira voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'image de la vague, c'est le flux et le reflux. La vague, elle s'écrase sur la côte, puis elle fait un retour en arrière en laissant tout de même des traces de son passage, mais elle revient inlassablement s'écraser sur le sable. Exactement comme les mouvements féministes successifs dont on va parler, qui se construisent autour d'une thématique particulière avant de prendre le backlash, un retour en arrière. On va expliquer un peu plus loin ce que c'est, plus en détail, et elle laisse derrière elle des avancées pour la condition féminine, pour la condition des femmes. Ces mouvements ensuite renaissent de leurs cendres plus tard avec des nouvelles générations de femmes, et c'est le retour d'une nouvelle vague sur une nouvelle thématique. Les vagues du féminisme, elles fonctionnent toujours de la même manière. La vague, elle va se construire autour de féministes issus de différents milieux avec différentes idéologies qui vont se rassembler pour lutter dans des objectifs communs. Elles ne luttent évidemment pas forcément toutes ensemble, ces rassemblements ils sont pas du tout formels, mais elles sont suffisamment nombreuses à aller dans la même direction, à travailler sur les mêmes thématiques avec pas forcément les mêmes idées, mais à travailler en tout cas sur les mêmes sujets pour que ce soit notable et pour que ça émerge du débat public ou dans le débat public. Une des caractéristiques aussi de ce qu'on appelle une vague du féminisme, c'est qu'on va assister à une évolution positive pour les femmes. Avant de continuer, je pense que c'est nécessaire de préciser que ce concept de vague est totalement centré sur l'Occident, même si les vagues représentent toujours des mouvements qui se passent simultanément dans plusieurs pays, qui sont quand même internationaux, ça reste tourné vers l'Occident. Et je vais donner un exemple simple pour le montrer, c'est que on considère que la première vague, c'est le mouvement des suffragettes qui s'est battu du coup pour les droits civiques. Sauf que c'est pas du tout les premières femmes qui ont obtenu le droit de vote. Alors si personnellement je trouve que le concept de vague il est totalement pertinent et il a son utilité, je doute par contre de la pertinence de les numéroter. Parce que en fait les numéroter ça signifie qu'il n'existe que celles-là, alors que j'en suis franchement pas persuadée. Elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de déduire certains mécanismes sociaux qui sont enclenchés par la lutte féministe, et ça peut nous permettre une certaine anticipation pour le futur de nos luttes. Mais je suis pas persuadée qu'elles doivent définir, autant que c'est le cas aujourd'hui, l'histoire de la lutte féministe. Une fois que la vague elle est à son apogée, une fois qu'elle a obtenu quelque chose, qu'elle n'ira pas plus loin, on arrive sur une période qui est clairement beaucoup moins cool pour les femmes et surtout pour les femmes qui subissent parallèlement d'autres oppressions que le sexisme. On assiste d'abord à une polarisation idéologique au sein même des mouvements féministes. La profusion de débats autour du féminisme, elle finit par confronter différentes idéologies qui sont totalement irréconciliables et du coup ça va faire émerger des divergences politiques importantes. Un exemple de polarisation au sein même des mouvements féministes très actuel, ça va être entre les TERF et du coup les femmes trans et les femmes qui luttent aux côtés des femmes trans. TERF, ça signifie Trans Exclusionary Radical Feminist, et du coup c'est des femmes qui excluent les femmes trans de la lutte féministe. Et il est assez évident qu'on ne peut pas se permettre de lutter aux côtés des TERF puisqu'elles excluent de la lutte féministe des femmes à qui cette lutte appartient tout autant. C'est ce moment-là, ce moment où les divisions apparaissent de manière de plus en plus importante, qui est le moment le plus propice pour le patriarcat de tirer la sonnette d'alarme. Il va alors chercher à faire taire toutes les femmes sans se soucier de leurs idéologies. C'est le moment aussi où ces hommes qui se disaient un petit peu féministes, qui en fait se servaient de ça, qui se servaient politiquement et pour avoir de l'influence de la condition des femmes et d'une certaine sensibilité à la condition des femmes, vont alors se retourner contre elles et littéralement parfois leur marcher dessus. Je pense notamment aux femmes de droite qui défendent certaines idées un peu féministes,
qui vont d'un coup se faire marcher dessus par les hommes de droite qui n'en ont plus rien à cirer, puisque ce n'est plus un sujet suffisamment important politiquement, il y a suffisamment d'opposition à ce sujet, il y a suffisamment de divergences dans les rangs des féministes pour qu'on puisse en fait littéralement faire tomber le château de cartes. Donc ça, en fait, ça, c'est le backlash. C'est le retour du bâton du patriarcat. C'est quand le patriarcat veut reprendre ses droits sur les avancées des femmes et surtout les empêcher d'aller plus loin. Je ferai une prochaine vidéo qui détaillera un petit peu plus ce que c'est le backlash, mais en attendant, je vous conseille d'aller lire le livre de Suzanne Faloudi, Backlash, qui du coup est un petit peu long, tire un peu en longueur sur plein de points, mais est quand même hyper intéressant et permet de comprendre vraiment plein de choses sur le fonctionnement du patriarcat et sur sa manière de réagir aux luttes féministes. C'est totalement le reflux de la vague, c'est quand la progression féministe s'arrête et que la domination patriarcale reprend ses droits, comme on l'a vu, et ça va mener en fait à une espèce de période de statu quo en attendant la prochaine vague. C'est-à-dire que la lutte féministe ne va pas s'arrêter, mais en fait on a pendant la vague une forte intensité de mouvements et de luttes féministes. Ensuite, polarisation, c'est-à-dire division au sein des mouvements féministes, le retour de bâton du patriarcat, le backlash pour stopper la vague, voire la faire retomber un peu en arrière. On est un petit peu sous la forme de deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Et donc ensuite, on arrive à une période plus calme où il reste évidemment des féministes qui luttent, il reste des féministes qui militent, mais on a beaucoup moins une profusion sur le sujet jusqu'à une nouvelle vague sur un nouveau sujet qui peut être vraiment lancé par n'importe quoi. Et ce qui est intéressant aussi avec les différentes vagues successives qui ont déjà eu lieu, c'est que on a l'impression quand même, enfin en tout cas moi j'ai l'impression que la temporalité des vagues s'accélère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de temps entre chacune des vagues. Peut-être qu'on assiste à une accélération de l'évolution féministe, mais moi je ne serais pas aussi optimiste. Je pense que les choses prennent simplement le rythme du capitalisme et que le capitalisme accélère tout. Un dernier truc que je voudrais préciser, c'est que la polarisation et le backlash, c'est deux phénomènes qui apparaissent systématiquement pour chacune des vagues, mais c'est surtout deux phénomènes qui s'auto-amplifient mutuellement. Chaque vague va venir étoffer un féminisme qui semble quand même globalement être en continuelle recherche d'inclusivité et qui surtout cherche à s'intéresser à de plus en plus de sphères de la vie des femmes. Théorie et pratique avancent donc main dans la main. La première, la théorie, va nous permettre de mieux comprendre la manière dont fonctionne le patriarcat et aussi la manière dont il interagit avec d'autres systèmes de domination. Et la pratique, elle va nous permettre du coup de nous adapter pour lutter plus efficacement. Maintenant que j'espère on a compris ce qu'est une vague, on va pouvoir passer à ce que représente exactement la première, deuxième, troisième et parfois quatrième vague dont on parle quand on parle de l'histoire du féminisme. Selon à quelle analyse on se fie, on verra donc 3 ou 4 vagues. Moi j'aurais tendance à trouver que 3 est plus pertinent, mais je vais vous expliquer chaque vague en détail et théoriquement vous devrez pouvoir vous faire votre avis aussi. La première vague du féminisme, elle a lieu au 19e siècle et elle a égaux de rendre les femmes et les hommes égaux en droit devant la loi. C'est-à-dire avec le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit de gérer ses biens et évidemment le fameux droit de vote. Cette vague-là, elle s'est principalement polarisée entre les femmes bourgeoises et les femmes pauvres. Parce que, bien évidemment, un droit, par exemple, comme gérer ses biens, ça n'a pas la même signification pour une femme pauvre et pour une femme bourgeoise, puisqu'elles n'ont pas les mêmes possibilités d'acquérir des biens ou d'en obtenir. La seconde vague, elle est centrée sur le sujet de la prise de contrôle des femmes sur leur corps, avec notamment la contraception et le droit à l'avortement. C'est aussi une période où le féminisme va produire quantité de savoir autour du concept de patriarcat et c'est aussi la période où le terme sexisme ou le principe de sexisme va être conceptualisé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le patriarcat où j'explique un petit peu ça plus en détail, je vous la mets dans le petit i qui est en fait plutôt là. On comprend aussi à cette période-là que les rapports
entre les sexes, les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas vraiment biologiques, ils ont en fait été construits socialement, à l'image d'autres rapports sociaux dans d'autres systèmes de domination. On comprend aussi les limites d'un féminisme qui, auto-centré sur lui-même, a beaucoup de mal à penser ses relations et les intersections avec les autres oppressions, avec les autres luttes sociales. Ça va faire naître des divergences importantes entre les femmes hétéros et les lesbiennes, ça va faire naître des divergences importantes aussi entre les femmes blanches et les femmes racisées, puisque leur condition de femmes racisées n'est pas prise en compte par le féminisme, ce qui est totalement dommageable. On note aussi que la polarité entre les femmes bourgeoises et les femmes pauvres est totalement accentuée par l'institutionnalisation du féminisme, par le fait qu'on commence à trouver une certaine forme de défense des droits des femmes au sein du gouvernement, qu'elles se retrouvent aussi dans les recherches universitaires et ainsi de suite. La troisième et la quatrième vague du féminisme, si vous faites la différence, vise à sortir d'une vision d'un féminisme qui est blanc, cis, hétéro et bourgeois. C'est l'émergence de l'intersectionnalité et on peut clairement dire que les femmes cis blanches sont vraiment majoritairement passées à côté de cette ou ces vagues. La troisième vague représenterait donc l'essor du black feminism. Les femmes noires font le constat de ne pas être pris pleinement en compte dans la lutte pour les droits civiques des Noirs dans les années 50 et 60, ni prises pleinement en compte dans les luttes féministes des années 60 et 70. Elles ne sont ni uniquement femmes, ni uniquement noires, elles subissent donc à la fois le racisme et le sexisme, mais subissent également des discriminations qui imbriquent ces deux oppressions simultanément. Leur condition particulière n'est ni envisagée dans les mouvements antiracistes de cette époque-là, ni dans les mouvements féministes de cette époque-là, et elles vont donc pallier à ce manque. La quatrième vague du féminisme serait marquée par la question de la transidentité et aussi par des questions liées à la sexualité, notamment avec les mouvements pro-sexe et aussi les mouvements de défense des travailleuses du sexe. Les femmes trans sont féministes et il semblerait qu'elles soient déterminées à prendre la place qui leur revient de droit dans ces mouvements-là. Les travailleuses du sexe font également entendre leurs revendications féministes, leurs revendications sur la condition des femmes et sur leurs conditions de travailleuses du sexe. Je pense que c'est important de préciser que les femmes trans sont des femmes qui sont très précarisées, plus encore que les autres femmes, que le marché du travail leur est souvent fermé et que ça contraint du coup beaucoup de femmes trans au travail du sexe. Et je pense que c'est important de le préciser parce que ça permet quand même de bien mieux comprendre les liens qu'il peut y avoir entre les luttes des femmes trans et les luttes des travailleuses du sexe dans les années 80 et 90. Tout comme les femmes racisées, les femmes trans sont à l'intersection de deux oppressions. Elles subissent à la fois la transphobie et le sexisme, ainsi que des discriminations qui imbriquent ces deux oppressions. Les vagues 3 et 4 se produisent plus ou moins systématiquement et sont donc souvent considérées comme une seule et même vague ayant pour but commun une recherche d'inclusivité. Elles veulent en fait étendre le féminisme là où il aurait dû être dès le départ, c'est-à-dire au-delà de la blanchité et au-delà du ciscentrisme. Pour ma part, j'ai tendance à considérer qu'il s'agit d'une seule et même vague qui vise à inclure dans les mouvements féministes des femmes qui étaient auparavant invisibilisées. Et quand je dis que la vague a ce but, c'est pas du tout pour dire que d'un coup les meufs cis et blanches ont compris qu'on ne représentait pas la totalité des femmes, c'est plutôt pour dire que justement les femmes qui n'étaient pas blanches, qui n'étaient pas cis, ont fait exister, se sont battues, ont lutté véritablement pour que leurs conditions soient prises en compte dans les mouvements féministes. C'est donc ces femmes, les femmes concernées, les femmes trans et les femmes racisées, qui ont lutté pour faire exister des formes de féminisme qui prenaient en compte leurs conditions particulières qui se trouvent donc à l'intersection de plusieurs systèmes de domination. Pour ces une ou deux vagues du coup, les polarisations elles sont assez évidentes et elles vont se faire du coup entre les femmes blanches et les femmes racisées ainsi qu'entre les femmes cis et les femmes trans. Ces premières vagues sur lesquelles on peut avoir un peu de recul et tirer des conclusions nous permettent donc de voir que la lutte féministe, la lutte pour l'évolution de la condition des femmes est longue et éprouvante. Quand on parle de vagues, c'est donc quand les luttes féministes se rassemblent autour d'un objectif, autour d'un thème, autour d'une discussion ou d'un débat commun, qui permet du coup de faire émerger des questionnements qui vont prendre une certaine place dans le débat public, qui vont vraiment émerger dans le débat public et occuper de l'espace. C'est une période de foisonnement qui permet a priori
de faire évoluer les luttes féministes et de faire évoluer parallèlement la condition des femmes. Pour la première vague, c'était du coup les droits civiques. Pour la seconde, c'était les droits au contrôle de son corps avec la contraception et le droit à l'avortement. Et la troisième et la quatrième, selon si on les sépare, bref, vous avez compris, sont plutôt dans un but pour rendre le féminisme plus inclusif et qu'il s'intéresse à des femmes qu'il avait jusque-là oubliées. Le féminisme se doit de ne pas penser uniquement la condition des femmes cis, hétéro, blanches et bourgeoises, mais il doit aussi du coup s'intéresser à la condition des femmes trans, à la condition des femmes racisées, des femmes pauvres, etc. Alors je sais que je présente peut-être ça de manière un petit peu optimiste. La réalité est qu'aujourd'hui, même si ces sujets ont été mis sur la table, ont été traités, ou en tout cas qu'un travail a été entamé sur ces sujets-là, ça ne signifie clairement pas que toutes les féministes aujourd'hui sont inclusives. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On parlera d'ailleurs de la suite de l'histoire, de ce qui se passe aujourd'hui dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez repéré une erreur dans ce que j'ai dit. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour mon bilan culturel du mois d'août. Je vais lancer ces vidéos parce que j'adore les regarder et que j'ai très envie de vous parler de ce que je lis, de ce que je regarde, de ce que j'écoute. Donc on va faire ça. Pour ce mois-ci, j'aurai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais j'ai quand même quelques trucs intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça.